La spéculation est une activité très critiquée bien que très amusante au même titre que le casino. On accuse souvent les traders d'être avides et cupides, ce qui n'est pas complètement faux, mais aussi d'être des parasites qui nuisent à la société car ils gagnent leur argent sur le dos des honnêtes gens. Et là, c'est plutôt faux. La fonction des spéculateurs est utile, mais je vais vous expliquer pourquoi la réglementation est cruciale pour que cela se passe bien et que cela rende service à tout le monde. Cet épisode vous permettra également de comprendre pourquoi, en tant que particulier, vous n'avez statistiquement aucune chance de faire mieux que le hasard lorsque vous spéculez en bourse à court terme. Petit disclaimer, cette vidéo risque de piquer les yeux des vendeurs de formation à la liberté financière grâce à la spéculation en bourse. Allez, c'est parti! Dans le fond, c'est quoi l'idée de base de la spéculation? Lorsque l'on veut gagner de l'argent avec le trading, vous avez deux stratégies possibles. Premièrement, acheter pas cher pour vendre cher. Dans cette première stratégie, vous calculez la valeur des choses et vous pariez sur un retournement de tendance une fois que l'on est allé trop bas ou trop haut. Deuxièmement, la deuxième stratégie, suivre la tendance. Quand ça monte, vous achetez pour surfer sur la vague et lorsque ça baisse, vous vendez à découvert si vous êtes très courageux. D'où la célèbre blague prétendument juive suivante. Un enfant sur la plage va voir son père et lui dit « Papa, papa, la mer monte !» Son père lui répond du tac au tac « Achète mon fils, achète !» Enfin, vous pouvez pratiquer ces deux stratégies à la hausse comme à la baisse. Bien, que se passe-t-il dans le premier cas où vous cherchez à acheter ce qui est sous-évalué et à vendre ce qui est surévalué? Je reprends l'exemple de cette vidéo US très bien faite car c'est un exemple plutôt bien trouvé. Imaginez que le pétrole vaut 20 $ à New York et 50 $ à San Francisco. Le spéculateur va donc essayer d'acheter à New York pour vendre à San Francisco. Il espère gagner 30 $ entre les deux. Bon, en réalité, à New York, il va acheter 21 $ le baril puisque l'on achète toujours un peu au-dessus du prix de marché. Et il vendra au mieux 49 $ à San Francisco. Pour les mêmes raisons, mais à l'inverse. Le deuxième spéculateur, qui aura vu le premier partir avec ses barils pour prendre le train pour San Francisco, va faire pareil et réduira un peu plus l'écart, mettons de 22 $ à 48 $ par exemple. Donc, l'intérêt immédiat de la spéculation, c'est d'harmoniser les prix partout. C'est utile car cela revient à bien répartir les ressources à travers tout le pays. Après tout, si les habitants de San Francisco sont prêts à payer 50 $, c'est qu'ils ont peut-être bien besoin de plus de pétrole qu'à New York, car c'est là-bas que la croissance économique se fait. Donc, le premier rôle de la spéculation, c'est de faire coller les prix à la valeur. Lorsque la valeur d'une chose bouge, il faut bien que quelqu'un cherche à acheter et vendre pour que le prix s'aligne sur la valeur réelle. Cette fonction, ça s'appelle l'arbitrage. C'est un vrai métier, il y a des gens qui passent leur journée à regarder combien vaut quelque chose à un endroit pour le revendre à un autre endroit où ils constatent une anomalie de marché avec un écart de prix qui n'est pas justifié. On appelle ça des arbitragistes. Sans les arbitragistes, la croissance économique de San Francisco se retrouve limitée par le manque de pétrole. C'est un vrai rôle, utile économiquement parlant. Les arbitragistes sont rémunérés pour leur rôle d'organisateur sur les marchés. Deuxième élément, peut-être que notre écart de prix n'est pas seulement géographique mais aussi temporel. S'il y a beaucoup de pétrole aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'on en manquera demain. Donc, un spéculateur pourrait se dire, si j'achète aujourd'hui et que je revends dans un an, si le prix du pétrole est monté, je pourrais gagner des sous et comme une guerre se prépare au Moyen-Orient, je le sens bien. Dans ce cas, il déplace les barils de pétrole dans le temps. Il enlève des barils en 2020 pour les remettre sur le marché en 2022. C'est très utile comme fonction car cela permet de faire deux choses. Faire monter les prix en 2020 alors que les prix sont bas, donc on peut se le permettre sans douleur, et de les faire baisser en 2021 lorsqu'ils seront hauts. D'un côté, on peut trouver ça immoral car notre spéculateur parie sur le déclenchement d'une guerre pour gagner de l'argent. Mais de l'autre côté, s'il ne le fait pas, alors le prix du pétrole sera plus élevé si une guerre se déclenche, ce qui augmentera la souffrance due à cette guerre. Dans ce cas, notre spéculateur diminue l'amplitude de hausse et de baisse des prix. Et ça, c'est une bonne chose lorsque vous avez une entreprise à faire tourner. Par contre, le spéculateur prend un risque. Si les prix continuent de baisser en 2021, il perdra de l'argent. Et c'est pour ça qu'il est rémunéré. Dans cette catégorie, on trouve les hedge funds par exemple.
Ce sont des fonds qui cherchent à découvrir les écarts de prix sur les marchés pour en tirer profit. Donc oui, les hedge funds ont leur utilité, mais on y reviendra dans la partie régulation, ne criez pas tout de suite. Ensuite, je vous ai dit que vous pouviez aussi faire du trend following, à savoir acheter quand la mer monte et vendre quand elle baisse. L'idée derrière est toute simple. Lorsqu'une tendance s'amorce, il suffit de la suivre et de sortir lorsque la tendance s'inverse. Les critiques que l'on entend le plus souvent sont les suivantes. Ça ne sert à rien, on gaspille de l'intelligence humaine pour réfléchir sur des problèmes qui n'en sont pas. Deuxième critique, assez courante, ces gens-là participent à augmenter les amplitudes sur les marchés. Ce sont de vrais moutons qui ajoutent du bruit pour rien, ce qui augmente la volatilité. Voici les réponses à ces deux questions. Pour la première, oui et non, ça se discute. Et pour la deuxième, non. Reprenons. Pour ce qui est de gaspiller de l'intelligence, peut-être. D'ailleurs, c'est une critique générale à la spéculation. Plutôt que d'envoyer nos plus brillants esprits faire des modèles mathématiques prétendument à la noisette pour gagner 3 centimes sur les marchés, peut-être qu'il aurait mieux valu les envoyer faire médecine et découvrir un remède contre le cancer. Honnêtement, j'en sais rien. Par contre, intuitivement, pour ma part, j'ai tendance à penser que ce n'est pas vrai. La science est partout, et pour faire des avancées scientifiques, il faut s'intéresser à tout. Peut-être que le prochain modèle en astrophysique ou en physique des particules viendra d'observations faites sur les marchés financiers. On n'en sait rien. D'ailleurs, dans une prochaine interview avec Didier Darcet, il vous expliquera que Einstein himself, pour faire la relativité restreinte, a piqué les équations de Louis Bachelier qui, lui, travaillait sur les marchés financiers. Donc voilà, la science est partout. Enfin, est-ce que ces gens participent à une augmentation de la volatilité sur les marchés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils participent à brouiller le signal prix que l'on recherche réellement sur les marchés? J'aurais tendance à dire non également, car toute activité de trading consiste à identifier des écarts pour les réduire à son profit. La personne qui identifie une tendance essaie de profiter d'un écart entre valeur et prix que quelqu'un d'autre a identifié. Il va donc apporter ce que l'on appelle de la liquidité au marché. La liquidité, c'est la capacité à vendre et à acheter au plus près du prix du marché. Par exemple, s'il n'y a qu'un seul acheteur et un seul vendeur sur l'action Air Liquide, la liquidité risque de ne pas être bonne du tout. Regardez, admettons par exemple que Air Liquide annonce un super contrat en vol d'avis pour 10 milliards de dollars. Logiquement, la valeur d'Air Liquide a augmenté. Par contre, si notre seul vendeur n'est pas là ce jour-là, il n'y a pas d'action Air Liquide à vendre, donc le prix de l'action reste le même car il n'y a pas d'échange de titres. Plus il y a d'ordres d'achat et de vente sur un marché, plus le prix colle à la valeur. C'est ça, la liquidité. Au final, les spéculateurs qui se contentent de suivre les tendances sans réfléchir à ce qu'ils font apportent de la liquidité au marché. Du point de vue de l'utilité du marché, on s'en fiche pas mal qu'ils aient un cerveau ou pas. Si collectivement ils se trompent et qu'ils vont trop loin à la hausse ou à la baisse, ils perdront leur argent et disparaîtront des marchés faute de munitions. C'est là que se situent les particuliers qui font du trading. Ils apportent de la liquidité lorsqu'ils ont de la chance et lorsqu'ils n'ont pas de chance, ils donnent leur argent aux traders professionnels qui les attendent au coin du bois. Donc oui, la spéculation sur les marchés est utile pour la société. Par contre, on en revient toujours à la même chose. Il faut s'assurer que les règles du jeu sont bien respectées par tout le monde. Et c'est là que la régulation entre en jeu. Elle est tout à fait nécessaire pour empêcher les manipulations de marché. Prenons au hasard le cas du Bitcoin qui n'est pas régulé. Si je suis un gros investisseur qui dispose de quelques centaines de millions, voire même de quelques milliards, je commence à acheter du Bitcoin progressivement et régulièrement pour amorcer une tendance. Ensuite, vous faites courir le bruit comme quoi votre Bitcoin, c'est l'avenir pour donner une réalité à cette nouvelle tendance et hop, les trend followers arrivent pour acheter du Bitcoin. Si j'arrive à amorcer une hausse des marchés, il ne me reste plus qu'à attendre et à vendre mes Bitcoins gentiment dans l'autre sens. Ne rigolez pas, c'est à peu près ce qu'a fait Jordan Belfort, le fameux loup de Wall Street, ça s'appelle le pump and dump. On crée artificiellement une demande et ensuite on se soulage de ce qu'on a acheté pas cher. Pourquoi est-ce que c'est nuisible socialement? Eh bien parce que vous mentez. Et c'est là qu'il faut se méfier de la spéculation. Lorsque vous êtes trop près des marchés, il devient beaucoup plus facile de les manipuler pour en tirer profit. Le délit d'initié est le cas le plus simple pour manipuler un marché. Par exemple, si vous êtes le directeur d'une société qui fait des vaccins et vous savez
que le vôtre va sortir le 9 novembre. Vous dites à votre beau-frère d'acheter des actions le 8 novembre et de les revendre le 9 novembre au soir. Eh ben ça c'est pas bien, ça s'appelle un délit d'initié. Parce que vous avez profité d'une information que vous aviez pour gagner de l'argent sur les marchés. Donc oui, la spéculation est utile pour arbitrer les marchés dans le temps et dans l'espace, ainsi que pour apporter de la liquidité, de la fluidité aux transactions. Enfin, pour finir, pourquoi les particuliers n'ont aucune chance ou presque de s'en sortir face aux professionnels? Tout simplement car ils ne sont pas outillés. Ils n'ont pour eux que la chance. Gardez bien en tête que plus il y a de spéculateurs, plus les marchés sont efficaces et moins il y a d'argent à gagner. Aujourd'hui, les banques et autres gros investisseurs disposent d'ordinateurs qui passent des millions d'ordres par jour avec des coûts 100 fois moins chers que pour un particulier et 1000 fois plus rapidement. C'est pour cela que les vendeurs de trading qui vous parlent de rentabilité à 30% par mois vous racontent des salades. Bah oui, 30% par mois après tout, c'est pas grand chose. Ça nécessite de ne faire qu'un petit pourcent par jour après tout. Les meilleurs investisseurs au monde, gardez bien ça en tête, dépassent rarement les 30% par an sur 10 ans. Et encore plus rarement les 20% par an sur le long terme, au-delà de 10 ans. À 20% par an, vous êtes sur du Warren Buffett quand même. Dit comme ça pose les choses et ça devrait amener de la modestie et de l'humilité. En tant que particulier, vous gagnerez de l'argent sur les marchés exclusivement grâce au long terme, car vous allez capter une partie de la croissance économique. Sinon, c'est de la chance et vous allez vous faire rétamer à un moment ou à un autre. Les publications de l'AMF sur ce sujet sont pleines de statistiques les plus horribles les unes que les autres. C'est toute la différence entre un vendeur de trading à la noix qui vit de ses formations et non du trading et ce que nous essayons de faire ici dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave. Nous vous apprenons à gagner entre 3 et 10% par an en gérant votre portefeuille financier convenablement et selon votre profil de risque. Avec ça, vous ne deviendrez pas riche, je vous le garantis. Mais vous ne vous ferez pas non plus tondre par votre banque ou par les placements pourris que vous recommande notre gouvernement avec ses obligations de pays en faillite à 0%. Et personnellement, je trouve ça très bien. Arriver à placer son épargne et la valoriser dans le temps, ça me convient. Pour devenir riche, si tant est que c'est ce que vous voulez vraiment, il vous restera le travail, ce qui n'est pas une grande découverte, pas plus que ce n'est déshonorant. Bref, vous avez compris. Si vous voulez vous abonner à ma lettre d'investissement, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Ce mois-ci, je vous parle des actions asiatiques. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.